Bonjour à tous, petite vidéo pour faire un point lecture spéciale rentrée littéraire. Il y en a deux pour cette année, 3 pour cette année et 2 pour l'année dernière. Désolée, en fait au moment où j'ai voulu commencer la vidéo, ouais c'est bon ça tourne, mon portable a sonné et du coup je suis perturbée. Voilà, j'ai déjà du mal à me concentrer aujourd'hui mais ça va aller. On commence avec Quand tu écouteras cette chanson de Lola Lafont aux éditions Stock. Quand c'était sorti j'avais failli l'acheter et puis je sais pas, il y a un truc qui a fait foi, non je sais pas, j'en sais rien. Et en même temps, il y a eu mon groupe de lecture à la librairie. L'une d'entre elles en a parlé et était au bord des larmes en parlant. Et je me dis, ah, allez, j'y vais, c'est bon, je l'achète. Effectivement, c'est un livre qui nous oblige à regarder les choses en face et qui nous oblige surtout à nous poser les bonnes questions. Puisque, en fait, l'autrice a eu cette chance de pouvoir choisir un musée dans lequel passer une nuit et elle a choisi celui d'Anne Frank. Je trouve que ce choix n'est pas du tout anodin. Il faut un sacré courage, je pense, pour y aller. Moi, je me suis dit, étant hypersensible, me retrouver dans ce genre d'endroit, avec toute la charge émotionnelle qui doit toujours être présente, enfin, je suppose, j'en sais rien. Mais moi, étant sensible aux ambiances des lieux, rien quand je mets les pieds quelque part, je suis... voilà, je ressens ces empreintes, on va dire. Je suis très sujette, très sensible à ça. Donc je trouve ça très courageux. Et en fait, l'autrice a fait ce choix pour différentes raisons. Notamment parce qu'elle-même est de confession juive, je ne le savais pas. Son grand-père est rescapé des camps de concentration. Et sa mère avait été cachée lors de la Seconde Guerre mondiale. Donc je me dis déjà oui, par rapport à sa propre histoire, je peux comprendre. Et on se rend compte en fait que lorsqu'elle met les pieds là-bas, elles se sent pas légitimes en fait de le faire. Et je me dis pardon, s'il y a une personne qui est légitime, c'est bien toi. Et surtout là où elle encore, ce qu'elle n'ose pas faire, c'est aller dans la chambre d'Anne Frank. Toutes les autres pièces, elle va les explorer, elle va explorer plein d'autres endroits, mais pas la chambre d'Anne Frank. Et elle fait une super réflexion sur ce personnage historique dont on a tous entendu parler, dont on a tous lu le bouquin, mais dont on ne se souvient pas du livre. Et dont on a une version en plus édulcorée du livre, parce qu'il faut rappeler quand même que le livre a été édulcoré par le père, par rapport, pour des raisons qu'on comprend parfaitement. Il a choisi de garder le côté positif de sa fille, puisque c'était quand même une jeune fille qui avait son caractère apparemment. Moi je découvre, donc j'ai découvert en lisant ce livre du coup la vérité sur Anne Frank, aussi par le témoignage de personnes qui ont connu Anne Frank, puisqu'elle a eu cette occasion de l'autrice de discuter avec ces personnes-là. Et en fait elle a fait cette réflexion et je me suis dit mais c'est tellement vrai, et j'en ai parlé avec ma mère du coup, et elle m'a dit mais c'est vrai. Et moi je me souviens que quand j'étais en primaire on nous avait emmené voir un film sur Anne Frank. Je me souviens pas du film, honnêtement. Je me souviens d'une scène où elle est à vélo, mais c'est tout ce dont je me souviens. J'ai lu le bouquin, mais je ne m'en souviens pas. Et on se souvient tous juste du personnage historique qu'on nous a présenté, et ça s'arrête là. Ce qui est affligeant, c'est qu'elle montre aussi que cette personnalité quand même qui représente cette période historique, qui représente aussi ce que les juifs ont vécu, comment dirais-je, elle n'a pas été respectée. Au final, il y a ce manque de respect incroyable. Et j'ai trouvé ce livre absolument bouleversant et bourré de réflexions très justes. Et en même temps, on découvre l'autrice et une part de l'autrice qu'elle a fui, je pense, qu'elle a fui pendant très longtemps. Et que là, elle a fait un travail sur ça et elle a affronté. Enfin, affronter, j'aime pas le mot d'affronter, mais affronter c'est peut-être un peu fort, mais disons que de ne pas se sentir légitime et d'aller dans un endroit qui au contraire devrait lui permettre de se sentir légitime, il y a ce combat intérieur qui s'opère et on comprend en fait au final pourquoi. Je vous laisserai le lire pour découvrir tout ça, parce que j'ai l'impression que ce que j'ai tellement en dessous de la puissance de ce livre. Je vous invite vraiment à le lire. Moi il m'a vraiment touchée et je sais que je le relirai par rapport surtout aux réflexions qu'elle fait dedans qui sont tellement justes. Ça pose tellement de questions ce livre. Voilà, c'est tout ce que je dirais. Je vais pas m'éterniser trop. Les gens de Bilbao naissent où ils veulent de Maria Larrea aux éditions Grasset.
Je me souviens que l'année dernière, je n'en ai entendu parler que dans la grande librairie. Avant, je l'avais pas repéré. Et quand ils en ont parlé, j'ai dit c'est bon, je l'achète. J'en avais parlé à ma libraire comme ça, en me disant, en fait, je connais ma libraire. Si je parle d'un livre que j'ai envie de lire, 2-3 semaines après, il va être dans les rayons. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Ma libraire l'a mis en rayon après que j'en ai parlé. J'en ai pas parlé tout de suite, j'ai attendu volontairement. D'ailleurs, si elle entend ce que je suis en train de dire, coucou, elle me dit, elle se moque de moi. En fait, ce livre dans la grande librairie, ils ont dit, mais ça pourrait être, c'est digne d'un film hollywoodien. Et effectivement, quand je l'ai lu, je me dis, mais c'est tellement vrai. Puisque je rappelle, enfin, pour ceux qui connaissent pas, c'est l'histoire en fait de la famille de Maria Laria, en fait, des origines de l'autrice. Puisqu'en fait, on va suivre sur toute l'histoire, sur tout le livre, pardon. Désolée, mes phrases sont un peu bizarres aujourd'hui. En fait, on va suivre la trajectoire de Victoria. J'ai un doute sur le prénom. De Victoria, voilà, c'est bon. Victoria et Julien, de leur naissance jusqu'à ce qu'ils arrivent à Paris, puisqu'à la base ils étaient en Espagne. Tous les deux ont une vie très compliquée, ils sont victimes de maltraitance. Enfin, l'une est victime de maltraitance de la part de sa famille, l'autre naît dans des conditions pas très sympathiques, et bref, je vous laisserai découvrir. Et ils vont s'installer à Paris, et ils ont une fille qui s'appelle Maria. Et on va suivre tout ça. Et en fait, Maria, à un moment donné, c'est de là que tout part en fait, c'est qu'elle va aller voir une femme qui va lui tirer les cartes. Elle va apprendre à être tarologue en fait, mais pour le fun. Sauf que cette dame va lui dire tu as été adoptée. Grosso modo, c'est à peu près ce qu'elle lui dit. Et Maria tombe des nues parce et ça résonne en elle en fait. Il y a quelque chose en elle qui dit elle a raison. Et du coup, elle va faire des recherches et elle va apprendre qu'effectivement, elle est une enfant adoptée et elle va forcément partir à la recherche de ses origines. Et c'est là qu'on va découvrir un peu ce qui s'est passé en Espagne à cette époque-là, on va dire. Et c'est juste dingue. C'est de se dire que du tirage de cartes de tarot, ça va entraîner une histoire absolument folle. Comment parler de ce livre autrement, dire plus, je ne sais pas. C'est très compliqué parce que je trouve que justement il est tellement dingue que le mieux c'est de le lire. Moi j'ai trouvé génial ce livre. J'ai juste été un petit peu étonnée de la réaction de certains de ses proches qui trouvaient qu'elle devenait un peu folle à vouloir s'acharner à trouver ses parents biologiques. Parce qu'au bout d'un moment elle ne trouvait pas en fait. L'histoire fait que pas d'archives, fait que peu d'archives qu'il y a, ils ont fait en sorte d'effacer tout. Parce que l'époque historique, sous Franco, c'est juste absolument dingue le parcours de cette femme, et surtout de savoir que Maria Laria a quand même grandi dans un petit appartement au-dessus d'un théâtre, du théâtre de la Michaudière, où elle a croisé tant de gens célèbres. Et se dire qu'elle a vécu dans des conditions pas hyper sympas, hyper optimes, hyper recommandées pour une enfant, et que pourtant elle est devenue ce qu'elle est devenue. Je comprends qu'il ait reçu un prix, je l'ai trouvé peut-être un tout petit chouïa long à la fin, mais encore que. Et encore que je trouvais que c'était quand même chouette comme fin. Après, en même temps, c'est son histoire. Je trouve ça aussi incroyable, la personnalité de Maria, qui, adolescente, a eu quand même l'audace d'aller alpaguer un réalisateur qui passait dans la rue. Enfin, dire comment on fait pour devenir réalisatrice. Je trouve l'audace absolument incroyable. Concernant la personnalité de ses parents biologiques, ses parents adoptifs, pardon, j'ai été partagée tout du long, tellement ils sont profondément humains en fait. On pense à Victoria qui à la base était une jeune fille d'une gentillesse incroyable, dévouée, qui se plaint jamais, qui l'est restée, malgré les difficultés de la vie. Julien à côté qui... on sent le mec un peu beau parleur, mais il faut arriver à Paris, on sait pas ce qui s'est passé, mais il déchante totalement en fait. On découvre après le pourquoi du comment, mais on sent une colère chez cet homme qui est pas anodine. Et on sent aussi, il y a le traitement aussi des migrants en France, puisque quand même
Pas oublier qu'ils sont d'origine espagnole, qui débarquent en France à Paris et qu'ils ont des jobs qu'ils ont refusés par tout le monde en fait, c'est un peu ça l'idée. Bref, j'ai adoré ce livre, je suis époustouflée et il y a une bande son qui accompagne le livre aussi, c'est vrai, j'ai oublié de vous le dire. Il y a des choses qui sont... Une bande son, des extraits en fait, que vous trouverez de livres, de musique ou peu importe. Donc voilà. J'en dis pas plus, c'était une super lecture. Ensuite, on va passer à cette année avec Et si c'était Nuit de Toby Nathan aux éditions Stock. Eh bien dis donc, éditions Stock. Alors, comme je suis géniale, j'ai commencé par lire le dernier tome de sa trilogie. Je vais y arriver, tout va bien. Et en fait, on est en mai 68, on suit Toby, qui est étudiant en psychanalyse. Et si vous connaissez un peu l'auteur, vous allez dire ah tiens, bah bizarre. Et en fait, lors d'une nuit, en fait, il fait partie du clan des Mao, on va dire, la mouvance Mao, parmi les révolutionnaires, mais sans vraiment faire partie. On sent qu'il se cherche en fait. Et lors de cette fameuse nuit, en fait, il va croiser Zohar. On ne sait pas qui il est, mais on sent quelqu'un de charismatique qui sait des choses qui ne sont pas naturelles, on va dire. Mais il va pas l'écouter, il va aller à la Sorbonne, il va se passer ce qui va se passer, et il va croiser la Béduine, une femme qui sort de nulle part. Voilà. Et ces deux individus vont changer sa vie, puisque après il va lui arriver des tas de choses en rapport avec ces deux personnages. Que vous dire d'autre, sans trop en dire? Moi, une question que je me suis posée en cours de lecture au bout d'un moment, c'est mais en fait le personnage principal c'est l'auteur, c'est Toby, puisque Toby Nathan est ethnopsychiatre. C'est ethnopsychiatre je crois. Oui c'est ça. Donc je me suis dit c'est l'auteur. Et du coup j'ai fait une recherche et l'auteur a dit oui et non. Donc je pense que c'est basé sur sa propre histoire, donc c'est pour ça que quand on suit ce qui se passe pendant mai 68, on a vraiment l'impression d'y être, de l'intérieur, et pas comme tous ces reportages qu'on voit en extérieur. Alors moi en plus j'ai pensé à mon père, parce que mon père a fait mai 68, donc forcément je connais une partie de l'intérieur, il m'en avait parlé il y a fort longtemps, mais je m'en souviens à peu près. Donc forcément de lire ça, ça m'a rappelé mon père. Les passages avec la mobilette, j'ai pensé à mon grand-père. Voilà. Donc forcément ce livre a eu un écho avec l'histoire de ma famille. Mais ici on parle de tellement de sujets, parce qu'on ne parle pas seulement de mai 68, on sent que c'est un ethnopsychiatre qui a écrit le livre, puisqu'il y a quand même une partie analyse de l'esprit, de la construction de l'être, ce genre de choses. Et en fait, Toby, on découvre qu'il vient d'une famille d'origine égyptienne juive. Et qu'en fait, sous Nasser, les juifs d'Égypte ont été obligés de s'exiler. Raison pour laquelle sa famille est arrivée en France, et que là-bas, ils étaient apparemment une famille plutôt riche, en tout cas importante, et qu'arrivés en France, bah, ils ont à peu près tout perdu. Donc on sent la quête identitaire en fait de Toby tout le long de ce livre, le fait qu'il essaie de trouver sa place, mais qu'en même temps il a un peu, pas qu'il a renié ses racines, puisqu'il était trop jeune quand il est arrivé en France pour s'en souvenir, mais une partie de lui a un peu essayé de faire ardoise magique. Et du coup ces deux rencontres là ont un peu l'objet à se poser des bonnes questions et à se souvenir de certaines choses, et à renouer contact réellement avec sa famille, puisqu'il a fui sa famille un peu, on s'en rend vite compte. Donc forcément, au-delà de la thématique de mai 68, de l'impact que ça a eu sur la société, de la réflexion sur le communisme, puisqu'il y a une grosse réflexion sur le sujet aussi, par le biais d'un professeur en fait que va rencontrer Toby, professeur qui semble d'ailleurs génialissime, mais quand on creuse, on se rend compte que c'est pas quelqu'un d'hyper réglo. Et au regard de ce que j'ai entendu de la part d'un étudiant récemment, j'ai l'impression que c'est un peu dans toutes les universités, que ça n'a pas trop changé avec le temps. Je dis ça, je dis rien. Il y a tellement de sujets abordés dans ce livre, tellement dense, il y a tellement de choses à dire, je ne saurais pas par où commencer. Même quand j'ai fait ma chronique écrite, j'étais dit alors, par quoi tu commences? Mai 68, c'est sûr, puisque c'est le début du livre.
Après, il y a cette étape en Égypte qui est hyper importante par rapport à la construction du personnage, et il y a ce personnage de Zohar. Et en fait, Zohar, c'est apparemment le personnage central de la trilogie. Et là, il est que secondaire. Et on aborde aussi la question du traitement des nazis dans ce livre, vers la fin plutôt. Et j'étais effarée par ce que j'ai lu. Le seul petit bémol, et encore que, je dis bien et encore que, c'est que par rapport à la mission que va avoir Toby vis-à-vis de Zohar, on ne sait pas comment elle se passe. On sait comment elle se termine, mais on ne sait pas comment ça se passe. Une part de moi avait envie de savoir, et l'autre a dit, alors vu le peu que tu sais, non en fait c'est mieux. C'est mieux. Déjà là, le seul chapitre qu'il y a sur le sujet, c'est déjà assez fort. Et en fait, ce livre m'a juste donné envie de lire les autres tomes, puisque quand même l'un est consacré à Zohar, et je suppose que la Bédouine doit apparaître dans un des deux autres tomes, je ne sais pas. Donc je songe sincèrement à lire les autres, mais j'en ai un qui m'attend, l'Évangile selon Tobie, justement. Qui d'ailleurs qui est mentionné dans ce livre, donc ça m'a encore plus donné envie de le lire, puisqu'il y a un extrait. Je me dis, oh, c'est trop bien. Bref, on va éviter de s'extasier. Bon, j'ai coupé la vidéo en deux en disant je vais prendre les devants sur ma caméra avant qu'elle s'arrête. Et bah non, elle a fait un bip bizarre et en fait elle tournait, j'ai pas compris. Mais on va pas chercher à comprendre. Et du coup ça m'a perturbée, donc je recommence ma vidéo. Là, c'est tout. Que ferais-je à ma place de Charlie Delloire aux éditions Flammarion? Alors ce monsieur, déjà quand j'ai lu la 4ème de coup, j'ai dit j'aime beaucoup. J'ai lu un peu le début et je rigolais, du coup je l'ai pris. Et en fait, pour la petite, je vais vous montrer juste, voilà. On sait rien que là, déjà le titre et le visage et voilà, le résumé, on sait qu'on va rigoler. Et en fait, ça se présente comme ça. Vous avez une question, 4 réponses possibles, plus ou moins, comment dirais-je, sérieuses. Et quelquefois, c'est accompagné d'un texte. Donc là, par exemple, mon père claustrophobe me demande de voler son cercueil le jour où il mourra, afin de ne pas être enterré. Je le ferai, question principe, on respecte toujours les dernières volontés. Je ne le ferai pas, question principe, on ne vole pas un cercueil. Je verrai le moment venu, mais en attendant, je promets de le faire. Je le ferai après avoir eu confirmation que c'est légal. Et derrière, vous avez un texte, et là, c'est encore plus drôle. J'ai pris, alors cet exemple-là, en fait, me rappelle mon grand-père. C'est pour ça que j'ai rigolé. Là, c'est peut-être purement personnel, parce que mon grand-père, de son vivant, pendant plusieurs années, il nous rabâchait ça en disant, mais moi, le jour où je meurs, vous prenez un cercueil en carton. Je veux être dans un cercueil en carton pour être incinéré. On va pas acheter un cercueil en bois, ça sert à rien. Ah, il avait plein d'arguments assez dingues, du coup ça nous faisait rire, on n'arrêtait pas de rigoler parce qu'il a une façon de le dire, du moins les choses. Mon grand-père avait une certaine gouaille qui est inimitable, pardon. Je fais pas trop, on dirait pas que je fais pas trop mon deuil. C'est un exemple comme un autre dans ce livre-là, donc forcément ça me parle de par ma famille, mais il y a d'autres exemples, et en fait on découvre que Charlie Delloire est un monsieur très anxieux. Donc ça m'a beaucoup parlé, étant moi-même atteinte de troubles anxieux. Ça va beaucoup mieux, mais vive le burn-out, quoi, c'est un peu ça l'idée. Mais ça me parle tellement parce que en fait il imagine à un moment donné, il parle de parc d'attractions. En fait il prend des sujets de société qui parlent à tout le monde. Donc le parc d'attractions, tout le monde y est allé, enfin ouais si, tout le monde y est allé au moins une fois dans sa vie, au moins quand on était à l'école. Et il dit si j'imaginais un parc d'attractions sur ma vie, quelles seraient les attractions? C'est à mourir de rire. Et il imagine notamment une attraction pour faire vivre un peu une crise de panique de l'intérieur entre guillemets aux gens qui voudraient le faire, et en imaginant la version simple et en poussant le truc un peu pour ceux qui voudraient quelque chose de plus extrême. Et je rigolais en disant mais c'est tellement ça, mais tellement ça. Et en fait là en faisant la première version de la vidéo, je me rendais compte de quelque chose, c'est que il vit exactement ce que vivent les personnes anxieuses et surtout qui pensent beaucoup trop. C'est-à-dire que on part d'un sujet A, on fait la lettre G, on revient à B, on repasse à E, on repasse à... Puis vous voyez un peu l'idée. Donc par exemple, lui il prend l'exemple des urgences où il se dit je sens qu'il y a quelque chose qui va pas chez moi, c'est peut-être grave mais en même temps c'est peut-être pas grave.
Est-ce que je vais aux urgences en sachant que les urgences sont débordées? Mais en même temps, ouais, enfin, vous voyez un peu le délire qui se fait tout seul, donc je finis par y aller, ça c'est sûr. Mais en attendant, ça va poser une vraie question sur aussi le comportement des gens, des autres aussi vis-à-vis de certains sujets du monde en fait, sur certains sujets. Et en fait, moi ça m'a rappelé tellement moi, dans le fait que par exemple là, on est à un instant T, je suis... Alors je m'étais calmée un temps, mais je recommence à prendre mes mauvaises habitudes, qui est de penser à plus loin. C'est-à-dire que je sais qu'à telle date, quelque chose va s'arrêter, ça me stresse déjà maintenant, et du coup ça m'envoie à une autre date clé, où je sais que je vais potentiellement devoir offrir un cadeau à quelqu'un, et sauf que je sais que financièrement ce sera pas vraiment possible. Donc vous voyez le cerveau qui tourne tout seul, et vous pouvez pas l'arrêter. Et là par exemple, ça m'est arrivé hier, une éditrice, je vous donne l'info en même temps, une éditrice contre Amazon, jusque là tout va bien. Je lui envoie un mail pour savoir comment que ça se passe auprès des libraires, puisque je ne l'avais pas trouvé sur le site de ma libraire, donc j'ai dit j'ai demandé, sauf qu'elle répondait, l'éditrice n'a pas répondu en privé. Donc j'ai vu avec ma libraire directement et effectivement elle ne peut pas l'avoir. Donc sur le coup je me dis bah à tous les coups il faut commander par mail auprès d'elle et je lui dis laisse tomber. Donc là-dessus j'ai mis un commentaire sous le dernier post de l'éditrice en demandant comment qu'on faisait en fait. En lui expliquant que ma libraire passait par Dilicom, et c'est là qu'elle m'a répondu que Dilicom dépendait d'Amazon, et comme ils sont contre Amazon, il n'est pas question, ils ne sont pas inscrits dessus, et que tout libraire consciencieux, vous voyez ce genre de truc que je supporte pas, tout libraire consciencieux nous enverra un mail pour commander. Donc sur le coup, tout libraire consciencieux, j'ai dit je suis fidèle et loyale, ma libraire et mon amie. La madame, l'éditrice, ne connaissait pas le contenu de ma conversation avec ma libraire et s'est permise de juger. En fait, c'est un peu ça l'idée et ça m'a pas plu. Et en fait, j'ai ravalé un peu ce qui me venait à l'esprit et je me dis non, tais-toi, laisse tomber, ça sert à rien. Donc j'ai répondu ah, j'étais pas au courant, merci. Voilà, je me suis arrêtée là. Sauf que, et j'en ai parlé avec ma libraire entre temps, hein, bien sûr, qui n'a pas trop apprécié non plus. Et là-dessus, en fait, j'ai vu tout à l'heure que l'éditrice a répondu en mode pour expliquer. Mais en fait, je sentais quelque chose de pas... Et je me fie à mon instinct, je sais qu'il est très bon généralement. Et en fait, là, en fait, je ruminais depuis hier en me disant il faut que tu défends ta libraire. Elle s'est tellement débattue sur certains trucs. Elle est consciencieuse, elle a une éthique. Enfin, tu peux pas la laisser comme tu peux pas laisser cette personne sous-entendre que ta libraire fait mal son boulot et qu'elle est pas consciencieuse. Tu peux pas. Donc je me suis lâchée. Voilà, je lui ai dit que ma libraire était tout à fait consciencieuse et qu'elle a juste respecté le choix de sa cliente. Que de plus, cette éditrice ne répondait pas aux messages privés et c'est pour ça que je me suis permise de mettre un commentaire comme ça. Et que de plus, sur son site officiel, il est quand même indiqué qu'un livre sorti en novembre 2022 est toujours indiqué en précommande. Sous-entendu, parle-moi de conscience, de personnes consciencieuses, on en reparlera après. Bref. C'est vous dire comme les choses peuvent ruminer chez moi et je me suis retrouvée dans ce livre qui est hyper drôle puisqu'il parle aussi des emojis, il exagère tellement les sujets en fait, mais tellement que du coup on rigole, mais après ça pose de réelles questions. Je parle des emojis, mais on peut parler d'autres choses. Hein, que puis-je faire, que suis-je prêt à faire pour ma survie? Comment mener la seule existence qu'on a? C'est vrai. Mais j'adore, c'est les réponses en fait qu'ils donnent. Dans les réponses, il y a tellement une à côté de la plaque, mais je rigolais. J'en ai lu certaines à mes parents qui rigolaient aussi. Enfin bref. Et le dernier, Traversé par les vents de Habiba Janine aux éditions Bruno Doucet. Ma libraire, la mauvaise idée, non, elle savait ce qu'elle faisait, ma libraire me connaît parfaitement. Ma libraire a mis un extrait sur ses réseaux sociaux. Je l'ai lu en disant, mais c'est moi, c'est tellement moi. N'hésitez pas à aller sur Insta ou Facebook, j'ai mis un extrait qui m'a tellement parlé et j'ai failli avoir la petite larme à l'œil parce que c'est un peu ce que je travaille en thérapie. Par rapport à les cours que ça a eu en moi en tout cas. Donc forcément je l'ai acheté, je l'ai lu, j'ai même pris plein de notes, voilà. En fait ce livre, il y a quelque chose une forme de sagesse puisqu'on sent l'autrice qui est en observation du monde, de ce qui l'entoure. On sent une femme qui a vécu des choses difficiles mais qui a choisi d'être positive malgré ce qu'elle a traversé.
Il y a tellement de thématiques à aborder et je me suis dit il faut que tu prennes des notes parce que tu sais comment que ça se passe avec la poésie. Sur le coup tu vas ressentir mais après tu... Voilà. Et en fait il s'est passé quelque chose d'assez dingue dans ce livre, c'est que je n'arrivais pas à comprendre forcément le sens de certains passages, mais ça a eu un écho que je retrouve un peu en yoga. C'est un peu bizarre, mais en yoga, je peux ressentir un peu ce genre de choses par moment. C'est pour ça que j'ai pensé à une forme de sagesse, un peu dingue, un peu surprenante. Euh, Il y a un poème sur la peur qui me parle, mais tellement, c'est celui-là qui m'a le plus parlé d'ailleurs, parce que je suis bourrée de peur. Quand on est anxieux, c'est qu'on a des peurs, forcément, ça je vous le dis, et qu'on en a beaucoup. C'est la peur de ce qu'on ne connaît pas, de ce qu'on ne sait